but d'une boîte, c'est pas de survivre, c'est soit de tout niquer, soit de s'arrêter. On a à chaque cohorte 1 ou 2 personnes qui nous quittent parce que ils ont le déclic. Putain, je suis pas prêt à ça. Et ce qu'il y a de plus fort chez Builders Factory, c'est que tu vas dîner avec un entrepreneur de malade mental le lundi qui va te dire exactement l'inverse que celui que tu vas entendre le mardi. J'ai toujours eu du mal à rentrer dans le moule. Les entrepreneurs sont des ovnis et que j'ai toujours été un peu l'alien de ma classe ou de mes groupes. Toi, c'est ce qui t'anime au quotidien. Tu aides à faciliter des mises en relation, à créer des choses. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que la plupart des gens en France sont prêts à le faire? On a tous un enfant, un héros en soi et qu'il faut savoir le réveiller. Aujourd'hui, les acteurs de l'écosystème, et je mets dedans les VC, les incubateurs, les accélérateurs, ils n'ont pas de personnalité, ils font tous la même chose, à peu près de la même manière. Bonjour Martin. Bonjour Pierre. Merci beaucoup d'être là ce matin à Paris, dans un petit studio, au studio Le Concon, où on tourne quasiment tous les épisodes depuis début septembre. On a bien avancé cette saison. Je suis hyper content de t'avoir parce qu'on s'est rencontrés à un événement à Builders Factory. On en parlera parce que c'est le sujet que tu traites en particulier en ce moment et qui t'anime, je pense, de tes jours, de tes nuits peut-être aussi. Mais avant ça, Martin, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous écoutent? Avec plaisir, merci pour l'invitation. Je m'appelle Martin Crégu, j'ai 29 ans maintenant. Je suis entrepreneur depuis que j'ai 18 ou 19 ans. Je suis tombé dans l'entrepreneuriat complètement par hasard. Et ça fait 8 ou 9 ans que je lance des projets, que je rate des projets aussi beaucoup. Je vois ce parcours entrepreneurial comme un chemin qui aujourd'hui m'a mené à créer un accélérateur qui s'appelle Builders Factory, qui est un programme d'accélération de 28 jours pour entrepreneurs early stage. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés la première fois et que je t'ai demandé de venir sur ce podcast-là. Tu étais hyper réactif et tu me dis « Ok, pas de problème, je viens, c'est où ?» C'est hyper gentil d'avoir accepté cette invitation. Et si on repart peut-être au tout début, tu as 29 ans. Quand j'ai préparé cet épisode, en tout cas, j'ai essayé de le préparer au mieux. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'a fait Martin? C'est un peu la base de chaque podcast. Je me dis, bon, qu'est-ce qu'a fait mon invité? Qu'est-ce que je ne connais pas vraiment? Est-ce qu'il y a des choses que je ne connaîtrais pas de son parcours? Mais avant d'aborder ce que tu nous as présenté là, est-ce que tu peux revenir à qui était Martin jeune? Alors, tu es jeune parce que tu as 29 ans, mais on va dire encore plus jeune, à l'adolescence. D'où tu viens? Ouais. Et qu'est-ce qui t'animait un petit peu quand tu Ouais. étais ado, quoi? Moi, je suis arrivé à Paris quand j'avais 6 ou 7 ans. J'ai grandi avant ça dans le sud de la France. Et Tu as grandi où dans le sud? entre Cannes et Nice. OK. Ouais. Et je dirais quand même que mon enfance et mon adolescence ont été pas du tout une période malheureuse, puisque j'ai eu des parents aimants dans un cadre hyper privilégié à Paris. Mais j'ai pas été le meilleur en exercices sociaux. OK. J'étais pas le plus intégré. Alors bon, à l'école, à la limite, ça se voit pas trop, mais au collège, rapidement, j'étais déjà pas un très bon élève. J'étais pas dans le groupe des gens stylés. J'étais un peu un déviant peut-être, on pourrait appeler ça comme ça. Et pour répondre à ta question, ce que j'aimais faire à l'époque, plusieurs choses. J'aimais beaucoup peindre, peindre, ça peut être sexy sur une toile, c'est un peu plus underground quand tu peins, dans la rue. OK. Je fais Tu beaucoup faisais des tags? voilà, je fais beaucoup de graffiti. OK. J'écrivais Encore aujourd'hui? non, 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 j'ai eu assez de problèmes, mais comme ça, j'écrivais «exprime-toi», à la bombe partout sur les murs à Paris. OK. Et tu as Hem, fait un book ou pas? j'ai fait un book, j'ai une page Instagram. OK, d'accord, donc on peut la retrouver? Oui, bien sûr. OK, d'accord. Oh intéressant, tu vois? Je savais pas, je vais la regarder après, Ouais, ouais. en sortant. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur mon adolescence? Je faisais des vidéos sur internet. Je faisais des vidéos drôles sur internet. OK. Un peu Heu, comme, Cyprien Norman à l'époque, un peu? ouais, évidemment, c'était le Ouais, c'était moment, vraiment le modèle? exactement. Et je me cherchais. Alors bon, c'est quand tu es adolescent, je pense que c'est un peu dur envers soi-même de dire que tu te cherchais parce que personne ne se trouve à l'adolescence. Mais oui, je sentais que j'avais envie d'être quelque chose ou quelqu'un que j'étais pas encore, donc j'ai pas mal itéré là-dessus. OK. Intéressant que tu dis ça. J'avais une chaîne YouTube aussi, étant gamin. Alors pour tous ceux qui essaieront de chercher, n'essayez même pas, j'ai tout j'ai tout enlevé. Mais je faisais aussi un peu des vidéos, humoristiques à l'époque. J'adorais ça. Moi, je prenais une caméra de mes parents et je le faisais. D'où le fait aussi qu'on se soit ici, je Et pense un peu. peut-être, hein, c'est possible et je pense qu'au final,
tu atterris souvent sur, ce que tu faisais et ce qui est tu étais, quand tu Ouais. étais gamin et quand tu disais ça, j'avais l'impression de te ressembler un petit peu. Alors, je suis nul en peinture, hein, donc je ne suis pas peintre, Mais je j'étais pas pose bon non plus, hein, jamais ça. et c'est juste que, ouais, c'est vrai que l'école, pour moi, c'était pas l'endroit où j'étais le plus épanoui. En tout cas, je pense que j'y étais et je faisais mon possible Mmh mh. pour faire tout ce que je ne pouvais pas faire, tu vois, à l'école et donc voilà, j'essayais de créer des projets et cetera mais voilà, je j'ai pas des parents entrepreneurs donc voilà, c'était un peu, du freestyle quoi. J'improvisais un peu beaucoup sur ces sujets-là. Hem, c'est hyper marrant que tu dises ça parce qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un qui est beaucoup présent, je dirais sur les médias de manière, traditionnelle. Moi, c'est comme ça que j'ai eu affaire à toi la première fois, sans avoir te connaître vraiment et c'est après que j'ai vu que tu avais fait la Founders Night Mmh. et tout ce que tu as fait. Avant ça, quand tu sors d'école de commerce, je crois que tu as fait une école de co, hem qu'est-ce qui va un petit peu t'animer pendant cette période-là et un peu les grands projets, où tu vas te lancer? Ouais. Alors en fait, tout ça commence bien avant. OK. En fait, je me retrouve à la fac, à l'université à Paris, à la Sorbonne. Je suis désolé de dire leur nom parce que je vais pas dire que des belles choses, mais voilà, comme ça on a toutes les informations. Ça a été une des périodes les plus compliquées de ma vie parce que je savais pas ce que je foutais là. Je faisais de OK. l'économie à la Sorbonne. En L1, tu avais commencé en J'ai L1 et fait tout? L1, L2, j'ai battu un record parce que j'ai redoublé ma première année, j'ai redoublé ma deuxième année et j'ai pas eu ma troisième année. OK. Donc ça fait quand même, 1, 2, 3, 4 ans, bah, «d'errance» entre Ouais. guillemets. Bon après toujours la même chose, faut pas être trop dur avec soi-même, c'est l'adolescence et en fait à ce moment-là, je voulais me faire un peu d'argent, OK. hem et je suis tombé sur une publicité sur Facebook qui proposait de devenir livreur à vélo pour une boîte qui s'appelait Take It Easy. Je sais pas si ça te parle, mais Ouais, mais c'était c'était il y a un petit moment déjà. voilà, c'est à l'époque où il y avait, 4-5 concurrents qui se battaient avec Deliveroo, Uber Eats. Take It Easy, c'était des Belges, et je suis devenu donc livreur à vélo. Et ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était pas tant de livrer des burgers, mais c'était de comprendre comment marchait l'application. Comment elle me dispatchait, comment, elle me payait plus, sous la pluie, comment, était, rétribué le pourboire, comment étaient, donnés les slots, à chaque livreur. Et puis juste après, pareil, avec l'envie de me faire un petit peu de sous Heu si possible un peu moins risqué que la livraison, à vélo, je suis devenu, cuisinier OK. pour une startup qui s'appelait Menu Next Door. Menu Next Door, c'est une startup qui a été, créée par un gars qui s'appelle Nicolas, qui est aujourd'hui un copain. Hem et c'est une startup belge qui s'implantait à Paris et à Londres avec The Family. OK. Alors à Le con l'époque de The Family Voilà, aussi. le concept est très simple, on mange, ce soir tous les 2 Pierre, chez moi, je fais à manger pour 4 alors qu'on est que 2. Il me reste 2 portions et je peux les mettre sur une plateforme, où mes voisins, mais en fait n'importe qui peut, m'acheter un plat. OK. Et pour leur lancement à Paris, ils cherchaient 10 chefs et j'ai été sélectionné dans les 10 chefs. Il fallait des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres. Moi, j'étais le bobo parisien qui faisait des plats thaïlandais, j'ai toujours aimé cuisiner et hem et en fait, j'ai découvert The Family comme ça. Le premier entretien que j'ai eu avec eux, c'était chez The Family, rue du Petit Musc, Que j'ai pas connu d'ailleurs, j'y suis jamais allé, tu vois? qui est un endroit Ouais, apparemment c'était incroyable. incroyable et alors bon, après les souvenirs, probablement modifient la réalité, mais si je te fais les clichés, je suis arrivé dans un magnifique endroit, sous une grande verrière avec que des gens qui avaient, entre 25 et 35 ans, qui grouillonnaient d'idées, de projets, et qui avaient l'air heureux, en fait. Ouais. Et c'est là où je me souviens de ce jour-là, je me suis dit: «Putain, il y a des gens qui travaillent et qui sont contents, il faut vraiment que je m'intéresse à ça, quoi». Ouais, mais c'est intéressant que tu dis ça parce que dans le fil conducteur de ta carrière, en tout cas, ou de ta carrière d'entrepreneur, tu as toujours un rapport à l'autre, Mmh j'ai mh. l'impression, ou en tout cas à ce qui t'entoure et en fait, pourquoi je te pose cette question-là? Parce qu'au tout début, bah, de l'épisode, tu me disais, voilà, j'avais du mal à m'intégrer avec les gens de ma classe, j'avais des activités extrascolaires et aujourd'hui, dans tout ce que tu lances et dans la manière dont tu l'as fait, tu vois, tu me parles de cuisine, tu revends une portion à l'autre. Ouais, ouais. Chauffeur, c'est quand même, même quand tu livres Ouais, de la ouais. livraison, tu as quand même un minimum un rapport à l'autre, dans un service, quoi. Tu es coursier, pardon. Hem et en fait, comment tu vas évoluer dans ce rapport à l'autre? Mmh mh. Parce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que tu connectes des gens, tu fais vivre des vieux. Hem, Ouais, non, mais comment c'est ça s'est transformé tout ça?
Je veux pas faire de philosophie de comptoir et je pense qu'il y a plein de manières de voir la chose. Il y a une manière peut-être un peu facile qui est le scope de la vengeance et de se dire que, j'ai beaucoup subi ça et que j'ai décidé de transformer cette faiblesse en force. Hem, il y a une autre façon de le voir qui est peut-être plus proche de ce que je crois vrai, qui est que, j'ai toujours eu du mal à rentrer dans le moule, et à l'école, il faut tous se prêter au même exercice, de l'interrogation, d'être à l'heure, d'être en classe, et les codes sociaux aussi de l'école qui sont en fait une forme de moule avec, la façon dont il faut s'habiller, la façon dont il faut, cirer les bottes des gens stylés, des choses que j'ai eu beaucoup de mal à faire. Hem et j'ai quand même le sentiment que les entrepreneurs sont des ovnis et que j'ai toujours été un peu l'alien de ma classe ou de mes groupes et que ces entrepreneurs, cet écosystème entrepreneurial est un écosystème d'aliens, d'extraterrestres, et je crois que je me sens bien avec ces gens-là. Donc peut-être qu'à l'époque, j'avais du mal avec un groupe et qu'aujourd'hui, j'ai plus de facilité avec mon groupe. Non, c'est très clair et ça, on va peut-être le creuser parce que ce sera quand même, un point central de toute ta vie. Hem, j'avais entendu parler de toi à l'époque de la Founders Night Mmh. et je pense que ça coïncide un petit peu près, à mes années. Alors tu me dis si je me trompe, mais moi je suis arrivé sur Paris en 2021-2022. J'avais l'impression qu'à ce moment-là, tu étais très actif aussi sur la Founders Night ou ça arrive un peu après? Ouais, c'est Ça ça, arrive à peu c'est près? moi, juste pour finir le parcours Ouais, rapidement, entre Founders Night, j'ai quitté la fac, j'ai intégré une école de commerce, j'ai monté ma première boîte pour un startup studio, OK, en Belgique, une dark kitchen, la première dark kitchen de Bruxelles. OK. Et tu adorais la Belgique, non? Tu as un rapport à la Belgique, Non, non, mais que du hasard. OK. Mon 2e papa est belge, mais c'est pas Ça, c'est c'est pas pas un lui qui m'a rapport, emmené en OK. Belgique. Hem Et j'ai monté cette boîte, en tout cas, j'ai fait le 0 à 1 de cette boîte pour un startup studio. Ensuite, je suis rentré en France, j'ai monté une boîte dans le tourisme qui s'appelait Pick Me. On faisait de la photo touristique pour simplifier et là, énorme Covid. On a fait une sorte de pivot, et finalement, j'ai monté une boîte dans le recrutement des jeunes stagiaires alternants et j'étais en école de commerce, comme tu l'as dit, et j'ai eu une opportunité de partir à San Francisco pour, un, terminer mes études OK. et Et clôturer même cette, clôturer, voilà, cette aventure. et 2, lever des fonds pour ma startup Esli. OK. J'ai pas levé de fonds. J'ai terminé mes études et en rentrant en France, j'ai été hyper inspiré par ce que j'ai vu à San Francisco sur cette manière de faire écosystème, de cette vision de l'entrepreneuriat, tous les trucs que tu connais sur l'ambition, sur les limites et j'ai copié un événement qui marchait super bien à San Francisco, auquel j'allais souvent le vendredi, qui s'appelait la Founders Night. J'ai OK. aucune honte à le dire, j'ai même copié le nom. Ah, tu tout copié, quoi. Tu revenu, tu Non, en as vrai, pris une photo et tu revenu. j'ai surtout copié le nom et l'univers, et je l'ai adapté à la France. Le problème en France, c'est que les événements entrepreneurs où j'allais, c'était, costard cravate, petit four, PowerPoint et j'avais l'impression que c'était pas, la réalité de l'entrepreneuriat Ouais, et à San Francisco, c'était, chacun vient comme il est, on boit des coups, on essaie de s'aider, de se pousser et donc c'est comme ça que j'ai créé la Founders Night OK. qui était à peu près en 2022, tu as raison, sortie de Covid, et donc c'est pour ça que ça marchait, enfin les gens avaient besoin de se Les gens, ils retrouver. avaient besoin de se voir Ah ouais, et de exactement, parler exactement et voilà, tout ça est né dans le sous-sol d'une salle d'escalade le 21 juin 2022. et c'est incroyable et justement parce que Tu as moi, déjà tu fait une vois, Founders Night toi? non, jamais. Non, non, je suis totalement transparent, je ne l'ai jamais OK. fait. Mais ce qui m'intéressait, c'est que tu me dis: «Bah, j'ai copié quelque chose aux US». À San Francisco. Mmh. Alors c'est un sujet parce que, dans les podcasts, à chaque fois que j'ai un invité, souvent, au moins une fois, on parle de San Francisco. Hem, quand tu y vas à ce moment-là et que tu vois ce concept de Founders Night, hem, à quoi ça ressemblait? Parce que du coup, bah, j'ai pas fait la Ouais, Founders Night et tu parlais d'adaptation. Qu'est-ce qui est différent? Parce que j'imagine qu'un Américain, un Français, sur certains points, c'est un peu différent. c'est clair. Dans le rapport à l'autre, dans le rapport à soi-même, dans la manière dont on utilise son réseau, dans la manière dont ils sont parfois aussi très transactionnels, hein, Ah sur, oui, ce oui. qu'ils attendent. Hem, quel constat de départ tu vas faire chez eux et comment tu vas l'adapter ici? Et puis après on viendra sur, comment tu t'es comment dire? Tu t'es mis en œuvre pour sortir la première Founders Night. Ouais. Alors je tiens à dire déjà que les États-Unis m'inspirent pour plein de choses, mais c'est pas un pays que j'apprécie. OK.
c'est pas un pays que j'apprécie pour cet aspect transactionnel que tu as évoqué. Je trouve que les gens sont quand même relativement très hypocrites. J'ai beaucoup de mal à me faire, des amis. Tout le monde dit qu'il est ton copain, mais personne ne fait quoi que ce soit qui ressemble à une relation amicale telle qu'on la connaît. J'ai trouvé que les Américains, alors tout ça est une moyenne, hein, ça veut rien dire et faire une généralité sur, 400 millions de personnes, ça n'a aucun sens, mais avaient très peu d'humour, très peu de finesse. Je trouve qu'ils se posent beaucoup moins de questions que nous. Alors je vais pas dire qu'ils sont plus bêtes, mais c'est une autre forme d'intelligence en tout cas. Hem, Xavier Niel disait, il y a pas si longtemps dans une interview, que s'il était si intelligent que ça, il aurait jamais lancé ses boîtes parce qu'il faut une part de naïveté je quand suis tu lances. d'accord. Je suis d'accord et je pense d'ailleurs que c'est une petite partie de la réussite des Américains est peut-être expliquée par, le fait de se poser moins de questions. Donc voilà, ça c'était mon préambule pour dire que les États-Unis m'inspirent sur certains points et absolument pas sur d'autres. Je pense évidemment aussi, aux inégalités qui sont criantes quand tu marches dans la rue dans les grandes villes américaines à San Francisco, dans le centre de San Francisco. Heu, enfin c'est comme si le premier Tu plein de peuples qui se mélangent. non, non, c'est pas que ça se mélange. C'est comme si à San Francisco, à downtown, c'est comme si le 1er arrondissement de Paris était une ville de crackos. De crack, ouais. Ouais, Ouais, ils ont un heu, gros problème sur ça. c'est absurde d'imaginer ça, pour nous et oui évidemment, bah, chacun peut réussir, mais pour qu'il y en ait un qui réussisse, il y en a 99 qui crèvent, la dalle. Ça, Donc c'est la voilà, réalité. ça c'est la réalité. Maintenant qu'on a dit ça, les Américains sont passionnants parce qu'ils ont tous des rêves qui sont absolument démesurés. Et donc moi j'ai étudié à Berkeley et à Berkeley, à chaque fois que j'échangeais avec un mec, que ce soit un mec ou une meuf, en cours, à la piscine ou en soirée, tu lui demandais qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Déjà, il te disait jamais ce qu'il faisait, mais où est-ce qu'il allait OK. et là où il allait était 100 fois plus grand que ce que n'importe quel Français t'aurait dit. J 3 exemples toujours, qui restent dans ma tête. Une meuf dans ma classe, j'étais dans un cours de alternative meat, donc la viande végétale. 1er fois, on est dispatchés en groupe et je lui dis: «Tu fais quoi?» Elle me dit: «Moi je travaille, je fais de la chimie, je vise le prix Nobel de chimie en 2027». OK. Et tu penses qu'elle avait des chances de l'obtenir? Je pense que les seules personnes qui l'ont, ont cette mentalité en tout cas. OK. 2e mec, un mec avec qui je nageais qui s'appelait Rhys Whiteley. Bon, il nageait évidemment 100 fois mieux que moi et ça se voyait sur son corps, mais je lui dis: «Tu fais quoi dans la vie?» Pareil, hein, il me dit: «Bah, moi je prépare les JO». Ouais. Et le dernier exemple que j'aime bien en soirée, un mec, dit: «Ah mais tu es français, génial!» Je lui dis: «Mais pourquoi tu kiffes?» Il me dit: «Ah parce que moi j'aimerais bien ouvrir une boulangerie». Je lui dis: «Ah trop bien». Il dit: «Ouais, ouais, moi je vais devenir la plus grande chaîne de boulangeries dans les États-Unis». OK, Et ce d'accord. truc-là tu vois, à la fois à chaque fois que je le dis, ça semble profondément bullshit de, viser les étoiles pour se tomber sur la lune ou je ne sais quoi. Mais en fait, c'est vrai, c'est qu'ils s'autorisent tellement tous à rêver et à avoir des ambitions qui sont démesurées, qu'à la fin, ils commencent à tous croire ce qu'ils disent, croire les autres. Et en fait, si on change tous nos vérités, partagées et nos ambitions, oui, effectivement, ça facilite vachement le chemin. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que là, on parle aussi d'un écosystème San Francisco, on va dire, allez, on englobe Berkeley, puis San José aussi en Mmh. bas, qui est pas forcément l'endroit le plus représentatif Non, des États-Unis non plus. en plus. Donc, c'est hyper intéressant que tu dis ça. Et en plus, on parle aussi souvent, du matelas qu'on a en France, parfois, d'entreprendre. Quand on quitte un job, les aides qu'on peut avoir, chômage entrepreneur, mais aussi, l'intervention de la banque publique d'investissement dans beaucoup d'étapes, de notre vie Mmh. d'entreprise, ou en tout cas de ce qu'on essaye de construire. Là où là-bas, ils sont obligés d'aller aussi très vite dans ce qu'ils font, potentiellement, parce qu'en fait, ils ont pas d'aide, ils Bien peuvent sûr. pas se payer, et donc en fait, ils ont un rapport au temps qui est aussi beaucoup plus différent du nôtre. Et ça rejoint peut-être un peu les éléments que tu donnais là, c'est que j'ai l'impression aussi qu'il y a un enjeu d'ego, mais il y a un enjeu aussi de lancer vite, de voir si ça marche ou si ça marche pas, et de pouvoir itérer à la fois sur pas mal de sujets pour espérer, en tout cas, créer quelque chose de grand. Mmh mh. Je sais pas, je c'est 2 choses qui sont vraies. Je sais pas Ouais, si c'est forcément au même endroit, au même moment, les mêmes personnes. ouais, Ce que je te dis pas, c'est que là, les 3 personnes que je te cite, c'est des étudiants de Berkeley, qui est une université qui vaut, ouais, 100 000 $ par an et en fait, peut-être qu'ils ont pas tant la pression pour le coup, de de réussir. voilà. Enfin si, de réussir, oui, Ouais, mais mais vite, pas vite, ouais, ouais, forcément. je vois ce que tu veux dire. Mais oui, dans l'idée, c'est vrai que oui, on est sacrément, aidés. Ouais, Et donc la Founders Night à San Francisco, rendez-vous tous les vendredis dans des lieux absolument, magnifique, j'imagine. what the fuck, Ouais, hyper underground. Ça me rappelait les soirées techno que j'organisais à Paris quand j'étais au OK. lycée. La première, c'est dans une cour d'immeuble autour d'un feu, des mecs vraiment habillés n'importe comment, enfin n'importe comment, oui, hem,
comme toi et moi. Ouais, donc on est mal habillés. Non, mais n'importe, voilà. Non, Heu, mais je vois ce que tu veux dire. un brouhaha de gens qui se rencontrent, qui échangent, quelques bières posées, sur des coins de fenêtres, et parfois tu avais un mec qui montait sur un banc, sur une chaise, sur un seau et qui faisait chut, et là tout le monde se mettait à faire chut, silence total, et le mec pitchait sa boîte. OK. Pitchait sa boîte en 3-4 minutes, et à la fin il disait, soit je cherche des fonds, soit je cherche un CTO, soit je cherche un partenaire, soit et le mec redescendait, le brouhaha recommençait, des gens venaient lui parler, et c'était ça la soirée. OK, d'accord. Donc le Heu, mec pouvait, sortir de la salle en ayant peut-être clôturé son tour de les procédé. mecs les exactement, en plus à SF tout est plus les mecs les plus mal sapés souvent c'était les business angels. OK. Un jour, je me souviens un mec, vraiment crade qui ramassait des bières vides, et un mec qui me dit: «Tu vois le type là-bas?» Je pensais qu'il allait me dire, «Fais gaffe» ou, «C'est un mec chelou», il me dit: «Ouais, c'est un des plus gros business angels qui vient, ce OK, soir». d'accord. Hem, L'habit ne fait pas le moine ah non, et donc c'est vrai là. et surtout là-bas je pense. Et voilà, et donc ce truc-là, de très pur, de très de très humain, de très direct, heu, ouais, truc pas édulcoré, authentique, ça m'a vachement inspiré. J'en ai refait une dans un hangar, dans le sous-sol d'une sorte de galerie, et toujours le même concept, ces gens qui se retrouvent, qui sont affamés, qui partagent, qui s'entraident, un peu coupés du monde, Ouais. et où tu es avec 100 personnes, mais ces 100 personnes, ils sont là pour t'aider, et voilà, et quand je suis revenu en France, C'était payant ces événements, Martin, ou pas? Tu te rappelles pas? ah, je crois pas. C'était gratuit donc Ouais, ils je se crois que débrouillaient c'était pour avoir place des limitée. lieux et Ouais, OK. mais après c'était dans des lieux tellement pourris Ouais, je pense que les gens ramenaient leur bière, donc oui, oui. ouais, Ah, peut-être je payais 5 $, je sais plus en vrai. ouais, mais c'était dérisoire, je veux dire. Non, non, c'était dérisoire. OK. De toute façon, ils auraient pas, je te dis, il y avait Ouais, ouais. tellement rien que tu pouvais pas faire payer. C'est comme si là, dans la cour, dans laquelle on passait, il y avait 100 personnes, Ouais, qui c'est ça. buvaient des bières à 23 heures. Avec un feu, Exactement, autour, avec des palettes, quoi. exactement. Et et petite question, c'est qui était la personne qui était derrière ce Qui projet-là? organisait, c'était une asso étudiante OK, de l'université de San Francisco. d'accord. Voilà, donc en rentrant en France, j'ai compris que j'avais pas levé de fonds, 2, je fermais ma boîte Esli, donc ma boîte dans le recrutement, et 3, il fallait que je rebondisse. Je savais qu'il fallait que je ramène de San Francisco à Paris. Je sais pas pourquoi, je pense que j'ai compris que c'était un edge, et aussi que, j'avais capté trop de valeur et vu trop de choses pour ne pas, m'en servir. Et donc c'est comme ça qu'est née la première Founders Night. L'idée était simple, réunir des gens qui se lancent. On a revu le format, donc il y avait, parce que ce truc-là américain aurait pas marché, je pense. Bah, j'ai pas vu quand j'ai vu les trucs sur la Founder Night, j'avais pas Ah non, mais l'impression c'était pas du que tout, non, non, c'était qu'il pas y du avait tout, des palettes non, avec des non, gens autour qui chauffaient et avec non, des non, je te bières dis, posées. on a repris l'esprit et le nom, mais c'est tout. Et donc, 1re fois dans le sous-sol d'une salle d'escalade, on était une centaine, et il y avait 5 ou 6 pitchers, puis 2-3 talkers, c'est comme ça qu'on les appelait. Donc les pitchers, c'était entrepreneurs early stage, 2-3 minutes qui pitch, et les talks, des entrepreneurs plus aguerris, un peu un format TEDx. Et donc c'est un format qu'on a gardé, 6 pitch, 1 pause, 3 talks. La première fois, on était, 150, la deuxième fois, on était 300 dans une chapelle à Gare de l'Est. La troisième fois, on a rempli la Cigale, on OK. était 1000, et puis, on a recommencé. On a organisé une trentaine d'événements à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Montréal, Barcelone. On a réuni, 17 000 personnes, et on a fait beaucoup de bruit. Moi, j'ai développé mon réseau, Comme ça aussi en grâce à partie. ça, hein, Ouais. que ce soit mon réseau de partenaires, mon réseau d'entrepreneurs, mon réseau d'entrepreneurs plus aguerris. Hem C'était quoi tu organisais ça tous les combien? T'avais un tu essayais de suivre, enfin, je sais pas, un par mois, tu sais que tu faisais comment ça, sur l'orga? Ouais, on a testé pas mal de choses, en fait, au début, c'était un side, donc on a OK. compris que ça suffirait pas. Ensuite, on a essayé d'en faire une boîte, et du coup, on en a fait plus, mais en fait, plus tu en faisais, moins Moins les les gens étaient, ouais, voilà. attraits, ouais. Donc il y a pas vraiment eu de régularité, mais la conclusion, c'est que j'en ai fait 30 en 2 ans, donc ça fait beaucoup. Ouais, OK, d'accord. Ça a duré combien de temps? Tu venais pour la soirée? Tu arrivais à 20h et tu repartais à 23h. OK, d'accord, OK. Mais hyper intéressant et quels sont parce que là, justement, tu parlais de réseau, d'entrepreneurs plus aguerris que tu faisais sûrement venir. J'imagine qu'il y avait aussi des investisseurs qui venaient à ces événements-là. Hem, est-ce que tu te rappelles la première fois, heu, tu me parlais d'une salle d'escalade Ouais. où en gros tu prends la parole
pour expliquer ce que c'est la Founders Night. Ouais. Parce que les gens viennent, ils sont inscrits, je sais pas, par un lien, quelconque. Ils débarquent, ils se retrouvent, en bas dans une salle d'escalade. Qu'est-ce que tu leur dis à ce moment-là? Je me rappelle, je leur dis que l'entrepreneuriat est un sport collectif, et que, et qu'il va falloir se serrer les coudes et que l'entrepreneuriat permet à 1 + 1 de faire 3 et que c'est la seule manière d'y arriver. Et ça vraiment pour le coup, c'est une mentalité que j'ai captée des États-Unis. Ce qui est drôle puisque, juste pour revenir un peu avant, les États-Unis sont quand même une société profondément individualiste, mais je pense qu'ils arrivent à être beaucoup plus collectifs que nous dans des groupes ou dans des communautés. Et dans la communauté entrepreneuriale, il l'était, tu vois? Aux États-Unis, t'écris un jour, il y avait le fondateur pas de PayPal, mais de Mastercard, qui était, je sais pas pourquoi, qui était de passage. Tu lui écris, tu lui envoies un message, tout le monde te parle. OK. Heu, Tu pas trop de barrières, quoi? ah mais aucune. Enfin, OK. si ton message est bien fait, Au moins on te répond. et que tu as le hack, on te répond, c'est sûr et en plus on accepte de donner du temps. C'est un peu différent de la France, ça, non? Ouais, bah, à la fois, je continue à croire en France que les gens répondent si tu leur parles bien. Ouais, Et je crois quand même que peu de gens sont inaccessibles en France, si tu tu qu'une chance en général et que si cette chance tu la tournes bien. OK. Non, mais c'est intéressant qu'on dise ça, parce que tu vois, je me rends compte, moi qui produis, ce podcast, Mmh. en tout cas qui essaye de le produire au mieux, hem, on a cet aspect de contact, mais comme toi, j'imagine dans tes événements, cet aspect où tu dois reach out les gens, et essayer de les faire venir et cetera. Hem, je suis assez convaincu que parfois les personnes qui sont le plus haut ou qui ont le mieux réussi sont pas forcément ceux qui sont plus durs à convaincre, Ouais, et que des fois des gens, mid, voilà, moi je suis même pas mid, hein, je suis en dessous du mid, mais sont parfois plus durs à convaincre que quelqu'un qui a hyper bien prouvé, qui a fait des grandes ouais, je suis choses, d'accord. et tu as ce rapport quand même à la relation, qui en France est parfois compliqué. Moi, personnellement, je le vois, je Mmh je mh. je trouve que, hem, les gens sont prêts à t'aider jusqu'au moment où ils doivent vraiment t'aider. Et j'aimerais avoir ton avis là-dessus parce que toi, aujourd'hui, qui fais intervenir aussi des gens, tu l'as fait, et parce qu'on n'a pas encore parlé de la Builders Factory, mais de l'événement là, est-ce que comment tu vois le rapport à l'entraide en France? Parce que c'est vrai que tu le vends bien, et en vrai, toi, c'est ce qui t'anime au quotidien. Je veux dire, tu entraides et tu aides à faciliter des mises en relation, à créer des choses. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que la plupart des gens en France sont prêts à le faire? Ouais, c'est dur. Bon, déjà, je pourrais jamais parler de la plupart des gens en France, Ouais, c'est enfin, ça. Non, mais c'est mais de ce que tu observes en tout cas. hem, moi, je suis profondément optimiste, donc j'ai envie de te dire, qu'on vit dans le monde des bisounours et que globalement, tout le monde est atteignable et tout le monde a envie de t'aider. Évidemment, c'est pas si vrai. Je pense qu'au lieu de et j'en parlais d'ailleurs, hier avec ma copine qui est entrepreneur. Je pense que la meilleure manière de voir l'autre, c'est d'imaginer que c'est pas est-ce qu'on va m'aider ou est-ce qu'on va pas m'aider, c'est qu'est-ce que tu peux donner à l'autre comme information, comme valeur, qui va lui donner envie de t'aider. OK, Et donc ne pas réfléchir «J'ai besoin de toi, aide-moi», mais si je me mets à ta place, toi Pierre, qu'est-ce qui va faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir réveiller en toi, qui va te donner envie de m'aider? OK. Et donc ne pas voir, l'aide comme, enfin de sa propre personne, mais dans les yeux de l'autre. OK. Cela dit, je pense quand même que les gens sont prêts à aider. Je pense que, on a tous un enfant, un nounours, un héros en soi et qu'il faut savoir le réveiller. Et je me retrouve parfois, moi, à donner du temps, même beaucoup de temps, sur des choses qui évidemment me font rien gagner, heu et même parfois qui me dispersent de ma quête initiale, tu vois? Et parfois je me dis: «Mais putain, mais qu'est-ce que tu fous là?» Et je me souviens que c'est parce que soit le message était bon, la raison était bonne, la personne m'a convaincu, donc je pense qu'il faut être bon, hein, et les gens qui sont bons, ils sont aidés. C'est pas parce qu'ils méritent plus d'aide, c'est parce qu'ils sont meilleurs en vente aussi. Ouais, c'est ça. Et si on dévie un petit peu du sujet central et qu'on évoquait, mais hem, la Founders Night, qu'est-ce qui va se passer après?
quelle est la suite? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que Ouais. ça existe? Est-ce que ça existe plus? Hem et si on fait même le panorama, global de cette expérience-là, hem, qu'est-ce qui te marque le plus encore aujourd'hui? Alors, est-ce que ça existe? Non, puisque ça fait plus d'un an qu'on s'est pas retrouvés. Est-ce que c'est terminé? Je ne sais pas non plus. Hem, Qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez simple, hein, je pense que faire des événements, c'est un super média, comme tu l'as d'ailleurs évoqué. Quand, tu as une boîte derrière, quand ça sert, hem un business, une cause, c'est vraiment un business de merde en fait le média. OK. Le pardon, l'événementiel. L'événementiel, c'est vendre 200 tickets à 20 balles, se faire 4 000 €, payer 3 000 € une salle, 500 € un photographe et de la lumière et 500 € des tickets de vestiaire et toutes ces merdes Ouais. là. Donc, tu fais pas d'argent. Hem, C'est un produit d'appel? Ça peut être un produit je d'appel? pense que c'est un produit d'appel. Alors moi je le vois pas comme ça, mais Non, mais qui nourrit moi en je quelque sorte autre chose. Oui, en tout cas, moi, je pense que c'est un hack, tu vois? On a entendu beaucoup et alors peut-être même que, heu, la raison pour laquelle tu montes un podcast, enfin, tu as monté ton podcast initialement, était celle-ci, mais on entend beaucoup que le podcast, c'est un hack. Parce que ça te permet de rencontrer des gens, ça te permet d'accéder à des gens que tu aurais pas, et c'est vrai. Je trouve que l'événement, c'est un hack encore plus fort parce que c'est plus de monde, c'est plus de bruit, c'est plus d'engagement, Ouais. mais pour moi, c'est un hack l'événementiel. Donc on a fait très peu d'argent, trop peu d'argent, on dépendait uniquement des sponsors. C'est très dur de trouver des sponsors. Tu sais peut-être. Un petit peu. Et donc moi, j'ai fait beaucoup de freelance à côté, et c'est comme ça d'ailleurs que je suis tombé sur Builders Factory à la fin. J'ai fait beaucoup de freelance à côté. J'ai, accompagné des gens sur le contenu, sur le community building, sur l'entrepreneuriat. J'ai fait du coaching, des cours, j'ai arrondi les fins de mois, c'était Ouais. pas joyeux, mais bon, à la fois, j'avais cette quête, Founders Night qui m'animait vachement. Et j'ai commencé à bosser pour des startup studios, pour des, incubateurs, des accélérateurs, des clubs de business angels. Et là, j'ai vu qu'ils avaient tous, des problématiques communes, ils avaient tous un truc en moins, en fait. Tu vois? Je me disais: «Putain, ça m'étonne pas que ça marche pas si bien parce il manque un petit truc». Et C'était quoi ce petit truc mmh, alors? je pense que c'est dans les ingrédients de Builders Factory, on essaie en tout cas de mettre ce petit truc d'humanité, ce petit truc de folie, ce petit truc de communauté, ce petit truc de marque. Mmh. Tu vois l'écosystème, l'innovation, tech pour le coup, parisien, il est quand même très lisse. Tu veux Hem, dire c'est un peu taylorisé? Parce que quand tu vois, quand tu parles de programme d'accélération, de manière globale, hein, ou de start-up studio, c'est, tu as un programme, tu as une date de début, tu as une date de fin, tu passes, dans une lessiveuse, en gros, ouais, on te retourne toute ta boîte et on te dit: voilà, ça» et à la fin tu sors, tu as fini le programme. Si tu as bien suivi, puis si ton projet initial était bon, bah, tu en ressors grandi. Mais est-ce que dans les programmes traditionnels que tu vois, mmh, à Paris, hein, mais il y a pas de mal de dire on n'aime pas forcément les programmes des autres, mais, heu, qu'est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quand je vois par exemple un Station F, mmh. moi j'adore, hein, je veux dire c'est une très belle initiative pour la France et cetera. Les gens se rencontrent là-bas, c'est un lieu où il y a beaucoup de passages, mais est-ce que les programmes d'accélération comme on les connaît aujourd'hui en France, ils sont efficaces pour nos entrepreneurs? Alors, il y a plusieurs sujets. Le premier, c'est vraiment ce sujet qui, pour moi, m'interpelle, qui est le sujet de marque. C'est-à-dire que à part Exa, qui Ouais, est un une référence ovni, qui est une et j'adore aussi référence, beaucoup. que j'admire, qui sont très bons en marque, en communauté, en contenu, globalement, tous les autres acteurs, ils sont profondément lisses. Tu sais, moi, je fais beaucoup de branding et j'accompagne les entrepreneurs sur ça je dis souvent qu'une marque d'entreprise qui est forte, Hem, c'est une marque qui a de la personnalité. C'est une marque, si jamais je te disais demain tu manges avec, McDonald's et Nike, tu fermes les yeux et que tu t'imagines leur personnalité, tu vois à quoi ils ressembleraient si c'était des humains. Ouais. Aujourd'hui, les acteurs de l'écosystème et je mets dedans, les VC, les incubateurs, les accélérateurs, ils ont pas de personnalité, ils ont pas de tu vois, ils font tous la même chose, à peu près de la même manière. Ils disent la même chose, ils t'envoient les mêmes messages automatiques, ils font les mêmes posts LinkedIn, ils font les mêmes lead magnets, ils ont les mêmes photos, enfin tu vois? Ils ont tous la même vitrine. Donc ça c'est le premier point, qui est un truc de marque qui à mon avis, a retenu mon attention et dans
notre ADN dès le 1er jour avec Builders Factory. Concernant le résultat de ces programmes d'accélération, j'ai pas fait assez d'études pour te dire, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, est-ce qu'il y a assez de réussite? Ce que je sais, c'est qu'on connaît peu d'entreprises, de start-up françaises qui ont réussi et qui sont passées par des programmes qu'on connaît, tu vois? OK. On a Exa et ses 3 licornes évidemment, mais tu vois, tu pas si je te dis là un accélérateur qui fait des belles startups, hem, je sais pas si tu en as en tête, hein, mais non, enfin tu Ouais, en fait, je pense, aussi qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont passées par moment par des accélérateurs et on va un peu aussi, s'élargir, mais sur des programmes où des fois, tu sais, ils ont des programmes où ils peuvent avoir un financement, non bien sûr, dilutif et du coup, en gros, c'est un peu la carotte de se bien dire, sûr, «Je vais rejoindre ce programme-là parce qu'il va m'offrir, je sais pas 100 K, d'aide» ouais, et du coup, en fait, tu as l'impression que tu as une multiplication, où les entrepreneurs vont et se disent: «Bon, bah, attendez, je vais gratter 100 K là en non ouais, dilutif, 100 K là, machin». Du coup, ils sont à tu as l'impression qu'ils sont à 5 programmes en même temps mais en fait, tu sais pas trop concrètement ce qu'ils ont appris là-bas, tu vois? ouais, C'est mon avis personnel, hein, mais ouais, ouais. Non, non, mais je suis d'accord avec toi, c'est un autre problème, mais en tout cas, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que peut-être qu'ils sont passés par des accélérateurs sympas, mais ils le disent pas, ils en sont pas fiers. ouais, Hem, Pourquoi? Parce que souvent ils sont contents d'entrer, mais 2 ans après, ils sont pas forcément fiers de l'avoir fait. Hem et nous, tu vois, avec Builders Factory, je dirais presque qu'on fait l'inverse. En tout cas, notre combat, il va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que, heu, nous, c'est pas fini au bout des 28 jours. En plus, c'est court, donc ce serait absurde. Nous, ça commence, en fait, à partir des 28 jours et cette communauté-là de 212 entrepreneurs qu'on a accompagnés, bah, c'est notre meilleur asset, c'est notre plus grande valeur et c'est notre plus grande mission au ouais. quotidien. C'est de les entretenir, c'est de les pourquoi? Parce qu'on est persuadé que dans 5 ans, quand on aura, 10 boîtes de, Builders Factory qui auront connu des beaux succès, et qui, elles, seront fières de dire qu'elles sont passées, par chez nous, alors on aura gagné. OK. Mais c'est fou, bah, justement peut-être pitcher Builder Factory, Ouais, parce que tu enfermes des gens ouais, au premier abord. ça c'est du C'est marketing, hein. ça, c'est du marketing, mais tu enfermes des gens, tu les laisses pas sortir. Donc peut-être Martin, pour préciser un peu mes Ouais, propos et pas se dire: «Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils séquestrent des gens dans une maison». Martin, qu'est-ce que vous faites à la Builder Factory? ouais. Donc Builders Factory, c'est un programme d'accélération de 28 jours pour entrepreneurs early stage. Hem, Builders Factory, c'est initialement un programme de 28 jours. Je pense qu'aujourd'hui, Builders Factory, c'est une communauté d'entrepreneurs early stage, heu, communauté dans laquelle on entre grâce à ce programme. On est un lieu dans lequel tu es venu, qui est une sorte de colloque géante, d'entrepreneurs. On a 800 m² sur 3 niveaux, des espaces de cowork, des espaces de vie, salon, cuisine et des chambres aussi. Tout le monde peut loger sur place? Alors dans la limite des stocks Ouais, disponibles voilà, puisqu'on a OK. aujourd'hui que 3 chambres. Ouais. Heu, mais même en fait d'en avoir que 3, oui, ça en fait ça répond pas vraiment, à un problème global, mais ça change vachement l'approche du lieu. C'est que, quand tu vas là-bas à 8:00, ce matin et que tu as Adrien qui se fait des cornflakes, Ouais. bah, tu sais que tu vas pas au bureau, tu rentres chez toi, tu vois? Et le fait d'être chez soi, ça change pas mal la donne, je pense. Hem, Concernant Builders Factory, on a plusieurs ingrédients qu'on met dans cette grande recette. Le premier, c'est l'intensité. On est assez persuadé que les premiers jours de la vie d'un entrepreneur sont essentiels, et d'ailleurs les statistiques le disent, la vélocité est un facteur clé de réussite. Je pense que les entrepreneurs, qui sont dans cette phase au début d'itération, de recherche du product market fit, chaque mois qui passe, c'est une probabilité de succès, qui diminue aussi. Et donc on croit qu'il faut aller vite et on croit que cette partie-là, la première année, elle est vachement compressible. C'est-à-dire que, tu passes 6 mois à développer des convictions, à être sûr d'un truc, puis ensuite à le tester, à te rendre compte que c'est pas du tout ça, à valider, invalider des hypothèses, à revenir, à tourner en rond aussi, en fait. Et donc nous, on croit que ce temps-là, il peut être réduit dans le temps et on pense qu'il faut le réduire même. Ouais. Donc ce caractère intense et compressé, c'est notre premier ingrédient. Le deuxième, qui aurait pu être le premier, c'est la communauté. Heu, Tu vois, je te l'ai dit, enfin en tout cas, tu as pu le lire entre les lignes, moi j'aurais mis, 5 ans, 8 ans peut-être même à pouvoir trouver, les gens qui comme moi, se réveillent affamés, ont une flamme intérieure qui leur Ouais. brûle le cœur, hem, qui sont passionnés, qui sont des ovnis,
Et ces gens-là, on les réunit. Et en fait, ta vie change le jour où tu es entouré de gens comme ça et de gens comme toi avec qui tu vis. Pas seulement une soirée. C'est aussi pour Ouais. ça que une soirée suffisait pas sur Founders Night. La troisième chose, c'est le savoir, la compétence. Aujourd'hui, je pense qu'un bon entrepreneur, il doit pas savoir tout faire. En revanche, il doit savoir ce qu'il doit bien faire et savoir ce qu'il ne sait pas aussi. Et donc tous les matins, on a un workshop d'un expert du 0 à 1, go-to-market, prospection, growth hacking, contenu, qui vient et qui, 2-3 heures nous donne un max de valeur sur, aujourd'hui, en 2026, hem, c'est quoi les 3-4 hacks que tu dois activer demain? OK. Et le dernier point, qui a beaucoup de valeur, c'est celui du réseau. C'est que, j'aurais mis, pareil 8 ans à me constituer un réseau d'entrepreneurs qui ont fait des grandes choses. Et ce réseau aujourd'hui je l'offre, je le mets à disposition de mes entrepreneurs. Donc tu vois, hier soir on dînait avec, Maxime Barbier de TimeLeft. Avant-hier soir on dînait avec Thierry Veil, le fondateur de Bagelstein. La semaine dernière on a Qui est dîné passé aussi ici. ah bah voilà, Il est passé sur le podcast je l'adore. et c'était un épisode incroyable. Ouais, j'adore. Et la semaine dernière, on a dîné avec Sébastien qui a monté Mapster, avec Carlos Diaz, que tu connais. Et donc ces gens-là, ils viennent, il y a pas de caméra, il y a pas de micro et pendant 1 heure et demie, on discute. OK. Mais ça, cette idée parce que en fait, d'un point de vue ça, quand tu la pitches, ça a l'air méga simple, mais en fait, tu gères des humains, quoi, au quotidien. Hem, déjà, l'idée, elle te vient comment? Parce que j'imagine qu'elle te vient de tes expériences précédentes. Ouais, Hem, mais à quel moment tu te dis: «Bon, bah, va falloir un lieu, on va mettre des gens ensemble, on va créer des workshops». ouais, Enfin, comment ça te non, mais comment ça te vient vraiment? ouais, Genre, tu te ouais. lèves un matin et tu te dis: «Mais go, on va faire ça». Parce que j'imagine que au delà de ça, c'est quand même très complexe. Il faut que tu trouves un lieu, Mmh. à Paris, où tu fais venir des gens et aussi, on en reparlera un petit peu des médias après, mais tu dois quand même faire vivre cette communauté. Alors, plus tu auras de gens qui vont passer, plus ça va marcher parce que tu vas vraiment créer un actif qui, dans le temps, en fait, va faire que grossir, quoi et que devenir meilleur, je dirais. Heu, mais avant ça, si on revient en Ouais, arrière et qu'on fait un flashback, comment ça se passe l'idée et ouais. comment tu gères ça? Ce que je t'ai pas raconté entre Founders Night et Builders Factory, c'est que, j'ai levé un peu d'argent. J'ai ouvert des studios, on en parlait tout à l'heure Ah, avec, de podcast. voilà, de podcast. Avec une thèse qui était: on va accompagner les entrepreneurs leur community building, leur création de Ouais, contenu. un peu comme Caroline, Mignot, ça? Pas Sur ouais, une version plus start-up que OK, personal brand, tu vois? OK, Et ça s'est très mal passé pour des raisons, qu'on évoquait aussi, qui est qu'en fait, l'image, c'est autant de technique que de stratégie et de fond. Et donc, moi, je suis pas quelqu'un de technique. OK, Et donc, on a, en quelques mois avec mon associé, mon précédent associé, heu, jeté en l'air tout l'argent qu'on avait levé. OK, Il est, il a quitté l'aventure. OK. Et à ce moment-là, je me J'imagine quand même étape dure à ouais, gérer, ouais. étape très dure. Ouais, Étape très dure parce que même si on n'a pas levé beaucoup d'argent, on a engagé des gens avec nous, on y a cru, tu vois, on s'est engagé et voilà, on n'a pas réussi à atteindre l'objectif qu'on s'était donné. Et là, je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que je fais?» Il me restait, 4 000 € sur mon compte en banque, OK, et un alternant, Robin, qui est toujours avec moi. OK. Hem Que et tu ouais, parce que sinon tu le laissais, sur le bord de la route, quoi, voilà, Robin, si tu nous écoutes. exactement. Tu avais plus de maître d'alternance. Ah, mais j'aime bien dire aussi que parfois c'est aussi Robin, tu vois, qui m'a donné Ouais, la force et l'énergie parce qu'il est très, 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 très fort et que je pense qu'il est aussi fou et créatif et ambitieux. Donc quand je lui ai pitché Builders Factory, c'est la première personne avec qui je l'ai pitché. On était dans un café, je me souviens très bien. Robin, il avait 18 ans, hein. OK, Et je lui ai dit: «Écoute, là, je pense qu'on va trouver un endroit, on va réunir 100 personnes à l'époque et on va les aider à développer leur boîte». Il m'a dit: «OK, très cool, très bien, c'est parti». Pour répondre à ta question, comment l'idée m'est venue? Je pense d'abord sur le fond de mon vécu. J'ai manqué d'intensité, j'ai manqué de réseau, j'ai manqué de trouver mes pairs, j'ai manqué de compétences. Et ensuite sur le format qui semble m'être tombé du ciel, je ne saurais pas te dire de ouais, comment c'est arrivé. Alors il y a un truc qui m'inspire beaucoup, c'est Build Space, je sais pas si tu OK. connais? Non? Non, je t'avoue, je connais pas. Qui n'existe plus, mais c'était un lieu pour créatifs, enfin c'était un programme d'ailleurs, C'était où? à San Francisco. Ah OK, d'accord. Programme de 6 semaines en ligne, qui a réuni jusqu'à 30 000 personnes sur les plus grandes cohortes.
Et à la fin, les 300 meilleurs étaient en physique à San Francisco et ils buildaient tous ensemble. Et ce gros bordel de gens qui créent des trucs. Alors là-bas, tu pouvais même, si tu faisais de la musique. Ouais. Donc j'ai été inspiré par l'identité de Build Space. Et, euh, et voilà, hein, la première fois, c'était 30 jours et 100 personnes. Alors, on n'a pas réuni 100 personnes, mais. Et puis finalement, ça s'est affiné. Au début, il y avait un dîner tous les soirs, puis des workshops tous les jours, même le week-end. Et puis bon, à force d'itérer, on a trouvé ce format-là qui existe et qui marche. Mais voilà, j'ai pas de réponse sur. Pourquoi? Non, mais je pense que c'est un ensemble d'éléments Ouais. qui a façonné tout ça. Et aujourd'hui, tu parlais de Robin. Et il y a qui avec toi sur ce projet-là? Alors j'ai mon associé Chloé, OK. qui est, Avec qui tu as cofondé? voilà, alors, qui pour la petite histoire que j'ai rencontrée sur la première édition. OK. Elle a participé à la première édition de Builders Factory. Chloé qui est mon héros, OK. parce qu'elle me permet aujourd'hui, pour la première fois, je crois, d'être, la meilleure version de moi-même, parce que j'ai toujours été un entrepreneur, un créatif, un ambitieux, un rêveur, mais ça suffit pas du tout à faire une boîte. Une OK. boîte, c'est quand même une réalité économique, c'est quand même, une réalité, administrative, c'est une Ouais. réalité, de process. Ouais. Et tu l'avais pas ça? Non, et je pense, alors je peux pas dire jamais, mais je pense que, C'est pas ton truc? non, je pense que tu vois, on peut pas être, en fait, on est tout ce qu'on est, et je Ouais. pense que ma limite je la connais bien, et d'ailleurs elle est assez dure, mais c'est celle-ci. Et Chloé, Chloé, c'est Chloé, elle est exactement ce que je ne suis pas. OK. Ce Heu, qui est important, hein. ah non, mais Et ce qui est je sais pas parce que c'est vrai qu'on le mentionne souvent et je le mentionne ici, de Pierre Entremont ouais, de First ouais, et qui a un peu cette approche aussi très psychologique de dire: «Ah, dans beaucoup de projets, il faut un visionnaire et quelqu'un visionnaire qui» intégrateur. voilà. Et à côté, tu as quelqu'un, ton associé, qui te permet de mettre en place et de mettre un peu en vie tes idées peut-être, j'imagine aussi, Bien sûr. et d'être hyper complémentaires, et c'est ça qui fait la force, je dirais peut-être d'un vrai duo. Ah non, mais Et donc là, c'est aujourd'hui, c'est peut-être ça que tu as et ce pourquoi vous êtes sûrement sur la bonne route. c'est ça. En tout cas, moi, j'ai 100 raisons d'être optimiste pour Builders Factory, mais ma raison numéro un, c'est que, je suis avec, la bonne personne. OK. Et je pense que tu es avec la bonne personne quand tu te dis que, si demain tu montes un e-commerce de, chaussures ou un hôtel, à Val d'Isère, Ouais. c'est toujours la bonne personne. OK. Heu, Parce que ce qui compte, c'est ce qu'elle te permet d'être toi, tu Ouais. vois? Alors j'espère avoir le même impact sur elle, aussi, je crois. Mais Faudra donc qu'elle passe pour, qu'on vérifie les propos. exactement. Donc voilà, aujourd'hui Chloé, mon associé, Robin, qui est en alternance chez nous, et hem et on a un chief of staff qui tourne tous les 6 mois en stage. OK. Aujourd'hui, elle s'appelle Aliette. OK. Super. Non, mais hyper, enfin, incroyable comme histoire parce que, c'est vrai que moi, la première fois, bah, que je suis venu une seule fois et Mmh, c'est vrai que le lieu, je me suis dit: «Bah, non, mais il y a des gens qui vivent ici, il y a des gens qui travaillent sur ça» et tu parlais d'un truc qui est hyper important et tu l'as mentionné 2 fois, 2-3 fois, l'intensité. mmh, Et c'est vrai qu'il y a un vrai sujet, heu, en France sur l'intensité, qui est mon bien avis sûr. personnel, hein, mais et à chaque fois qu'on a fait venir ici des gens sur le podcast, qu'on a parlé de Mmh, travail, de se faire mal, parce que l'entrepreneuriat, c'est souvent se faire mal en vrai et c'est souvent passer de je pense que tu quand tu es entrepreneur, tu as vraiment des gros écarts-types, quoi. En fait, c'est soit c'est incroyable et puis le lendemain, c'est la catastrophe, c'est le feu, c'est la panique. Moi, je le vis des fois avec le podcast, mais dans une certaine mesure, mais tu peux te planter sur un truc, le tournage, la vidéo, elle se publie pas, enfin et il y a quand même de l'argent derrière et en plus, je me gère que moi-même en réalité, donc tu vois, il faut déjà que je me gère moi. Hem, mais c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, en France et dans les gens que tu accompagnes, en fait, tu as une prise de conscience qui est assez forte dès le premier jour, où tu as des gens qui disent: «OK, bon, je vais aller au programme de Martin». Ils arrivent et ils prennent un peu une claque, parce qu'ils se rendent compte, finalement, de la difficulté ouais. qu'est d'entreprendre et en fait, c'est pas fait pour tout le monde et ça, c'est aussi une réalité, mais on peut pas forcément le savoir sans l'avoir, testé. Hem, est-ce que toi, aujourd'hui, voilà, tu as Mmh. des gens qui arrivent et qui ont une disillusion totale sur ce qu'est vraiment être entrepreneur? Oui, oui, et je pense que c'est aussi notre but, notre mission. Quand on fait de l'early stage comme nous, la mission, c'est pas de faire croire aux gens que tu vas les aider à réussir.
c'est de faire croire aux gens, enfin de faire croire, c'est de permettre aux gens heu, de savoir s'ils sont sur la bonne voie. Et donc la bonne voie, c'est la bonne voie de ta boîte, sur le bon client, sur le bon marché, sur le bon produit. Mais c'est aussi et surtout, au début, de savoir si c'est fait pour toi. Et donc pour répondre à ta question, on a, à chaque cohorte, une ou 2 personnes qui nous quittent parce que ils ont le déclic: «Putain, je suis pas prêt à ça». Ouais. Et tu as pendant la cohorte et tu as après. Et pareil, nous, on est hyper fiers d'avoir 30-40 des gens qui sont passés par chez nous qui ne sont plus entrepreneurs. Tu vois, tu as beaucoup d'accélérateurs ou d'entrepreneurs d'incubateurs qui parlent de leur taux de survie. Mais ça, c'est un truc qui est français, de survivre. Le Ouais. but d'une boîte, c'est pas de survivre, c'est soit de tout niquer, soit de s'arrêter. Mais la notion de survivre pour une boîte, elle est absurde. C'est très français. Je crois que c'est très français. Et moi, je suis passé par pas mal d'incubateurs. Et je suis passé par des incubateurs où tu avais des gens qui survivaient depuis 2 ans et demi, faire 2 000 € par mois de MRR. Heu, non, c'est pas ça. Il faut que tu ailles chercher la traction le plus rapidement possible, la réponse marché le plus rapidement possible, le premier euro le plus rapidement possible. Et à part si tu fais de la deep tech, nous on n'en a Ouais. pas. À part si tu enfin, tu vois, il y a des exceptions à ce que je dis, Ouais. mais globalement, il te faut 3 mois. Si en 3 mois tu as pas de réponse claire et violente même, Ouais. fais autre chose et c'est pas grave. Ouais, justement, toi qui vis quasiment avec les entrepreneurs, quels sont un peu les profils types d'entrepreneurs qui réussissent? Mmh mh. Mmh. Ah. Hem, J'entends plein de choses et il y a plein de choses avec lesquelles je suis d'accord et d'autres moins, mais je crois quand même à la vengeance. Pour revenir, je disais que j'y croyais pas au début, mais j'ai quand même le sentiment que les gens qui arrivent à créer ce truc en plus qui est propre aux entrepreneurs qui réussissent, ils ont un combat parallèle. Tu vois, ils sont pas seulement en train de faire un SaaS sur la gestion de flotte, heu, dans les villes de moyenne taille. Ils ont une revanche. Et alors, c'est Carlos Diaz qui me disait que c'était souvent un problème avec le père. On entend parfois que, c'est des neuroatypiques, que c'est, mais voilà, il y a quand même un truc qui est, tu sens dans leur regard, dans leur énergie, dans leur envie de faire toujours un petit peu plus que l'autre, qu'il y a un il y a Il un y a un com il y a une sous-jacent, voilà, il y quoi. a un sous-jacent, il y a un combat. Je vais pas faire à nouveau de psychologie de comptoir. Qu'est-ce qui fait, la réussite, de manière, enfin, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la réussite? Hem, je pense que les gens qui sont le je pense qu'il faut un mélange, assez fin entre être très sûr de toi et beaucoup de confiance. Tu es obligé pour te réveiller le matin sur un truc qui existe pas. Et à la fois, il faut beaucoup d'humilité pour être prêt à casser toutes tes convictions. Et donc, les gens qui sont trop humbles et qui ont pas assez de confiance, bah, ils font que tourner en rond. Et les gens qui ont trop de confiance, ils écoutent pas le marché, ils écoutent pas les gens. Et ce truc-là d'arriver à savoir quand est-ce qu'il faut dire: «Non, c'est moi qui ai raison», parce que parfois il faut, ou alors, «Je ne sais rien, il faut que j'écoute ce qu'il y a autour de moi». Ça, c'est vraiment je trouve un art qui est compliqué. Ah, je te rejoins et c'est un petit peu ça commence à se documenter un petit peu la psychologie de l'entrepreneur et à l'inverse, si parce qu'il nous reste pas encore beaucoup de temps, mais si à l'inverse, tu avais, un peu Ouais, l'archétype de l'entrepreneur qui échoue, ouais. qu'en est-il? Pour moi, l'entrepreneur qui échoue, il écoute pas le marché. Il a des convictions qui sont trop fermées, affirmées, voilà, donc ça je l'ai déjà évoqué. Je pense que l'entrepreneur qui échoue, il va trop doucement. Il il a pas de deadline. Il a pas de deadline, l'entrepreneur qui échoue. Je C'est un peu triste à dire, mais je trouve que l'entrepreneur qui échoue, souvent, il a pas de contraintes financières aussi. OK, Alors c'est pas il y a plein de contre-exemples, hein, oui. mais plus tu as besoin de cette réussite, plus tu vas la chercher. Je pense que l'entrepreneur qui échoue, il a du mal à se remettre en question. Et je pense que l'entrepreneur qui échoue, il se regarde pas dans un miroir. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il pense être bien au moment où il le fait, mais à aucun moment il se juge comme s'il était quelqu'un d'autre. Ouais, je comprends. Non, mais OK, non, mais très clair. Bah, écoute, on a au moins les 2 archétypes de l'entrepreneur, en tout cas selon toi peut-être Ouais. et même qui recoupent quand même globalement ce qui se dit sur le marché et ce qui est documenté aussi, hein, on n'invente pas tout. Hem Et dernière question peut-être Martin, parce que l'épisode touche à sa fin et donc là, je vais te laisser le mot de la fin.
globalement, tu es libre de dire ce que tu veux. Mmh. Tu as le droit de faire une pub. Je l'ai jamais fait, hein, mais tu peux faire une pub. En fait, Ouais. tu peux faire ce que tu veux parce que les gens, je leur dis: «Ouais, faites ce que vous voulez». Au final, ils font une pub sur leur OK. projet. Donc tu peux le faire, tu peux faire ce que tu veux, mais aussi tu peux importer. En fait, globalement, tu as le mot de la fin. Ouais, Donc en fait, tu es le patron de la dernière minute du podcast. Donc tu dis ce que tu veux. ouais, et je pense que j'ai envie de revenir sur un élément que j'ai pas évoqué, qui est vraiment dans notre ADN chez Builders Factory, qui est, le fait qu'il y ait pas de vérité. On vit dans un monde des réseaux, des communautés, des médias où on entend beaucoup de vérités, les gens croient des vérités, et ce qu'il y a de plus fort chez Builders Factory, c'est que tu vas, dîner avec un entrepreneur de malade mental le lundi qui va te dire exactement l'inverse, que celui que tu vas entendre le mardi. Hem et je pense que l'entrepreneuriat, nécessite de se forger ses propres vérités, qui sont parfois contradictoires, et donc je trouve ça aussi marrant de terminer ce podcast en disant que, tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on se dit, tout ce que j'ai dit, n'est pas la vérité. C'est ma vérité à un moment, et parfois même je change d'avis d'un mois à l'autre, et je trouve que cette capacité à comprendre que ce qu'on entend, que ce qu'on voit, n'est pas vrai, ou n'est vrai Ouais. qu'à un moment dans la bouche de quelqu'un, c'est fort. Donc voilà, j'incite, chacun, et plus particulièrement les entrepreneurs, à se créer leur propre vérité. Bah, merci beaucoup Martin pour ce mot de la fin. On fera peut-être un épisode, dans quelques temps, peut-être dans 2-3 ans, Avec si je suis plaisir. encore là et que j'ai toujours ce podcast, pour voir un petit peu, ce que tu as construit avec le temps, parce que seul le temps le dira et seul le temps prouvera si le concept aussi était, une success story à la française. Exactement. Merci beaucoup pour l'invitation, Pierre. Merci Martin.